Quand vous serez au bout du monde, vous ne serez pas encore arrivé au Kerguelen. Perdu au fond de l'océan Indien, à toucher la ligne des 50e hurlants, cet archipel si méconnu n'a jamais fait fortune. La multitude d'îlots épars, les fjords profonds et les sommets enneigés de la Grande Terre ne sont en fait un paradis que pour les espèces animales qui s'y prélassent en toute liberté. À Kerguelen, les hommes ne brillent guère par leur présence. Mais tout de même, ils occupent en permanence la base de Port-au-Français depuis 1949. Là, une petite centaine de scientifiques et de militaires observent et entretiennent l'une des dernières terres vierges de la planète. Faire la carte des Kerguelen fut toute une histoire. 1772, le chevalier de Kerguelen découvre ces îles sans y poser le pied. Les premières cartes ne sont que des traits approximatifs qui se précisent cependant lors d'un second voyage entrepris l'année suivante par le même Kerguelen. Arrivent ensuite les navigateurs anglais dont le grand Cook puis James Ross. Les îles Kerguelen deviennent les îles de la désolation. Seuls les phoquiers et les baleiniers américains exploiteront les Kerguelen au XIXe siècle et ce sont eux qui dessinent la première carte complète de l'archipel. Mais au début de notre siècle, les Kerguelen donnent rendez-vous à deux fils de famille bretons, Raymond et Henri Rallier du Baty. Au terme de 2 longs voyages, la première carte sérieuse de cet archipel grand comme la Corse est imprimée en 1922. Entre 1961 et 1966, l'Institut géographique national, l'IGN, réalise la carte au 100 millième. 1 cm égale 1 km. Grâce à la photographie aérienne, les Kerguelen possèdent enfin un vrai visage cartographique. Avec le satellite Spot, ce visage se précise encore davantage, puisqu'aujourd'hui une couverture au 50 millième est actuellement en cours. À bord du Marion Dufresne, le navire ravitailleur des terres australes et antarctiques françaises, nous sommes en route vers la dernière carte des Kerguelen. Celui qui se tient rêveusement à la passerelle du Marion Dufresne, c'est Henri Gouge. Ingénieur topographe, il est chargé des premières mesures en vue de l'établissement de la future carte spatiale des Kerguelen. Parti de l'île de la Réunion, il faudra 7 jours de mer au Marion pour parvenir au Kerguelen, parcourant ainsi 3400 km. L'assistant et complice d'Henri s'appelle Cédric Chauveau. Amoureux de ces terres australes où il retourne pour la 4e fois, Cédric emmène avec lui une véritable merveille, une caméra Parvo K35 mm pour traquer les fantômes des Ralliers du Baty. 1908. À bord d'un petit haranguier rebaptisé le JB Charcot en hommage à leur maître, les frères Rallier du Baty, en compagnie de 4 hommes d'équipage, appareillent pour les Kerguelen. Raymond, âgé de 27 ans, est le chef de cette expédition, mais c'est son frère Henri qui commande le petit navire. 1913, cette fois Raymond repart sans son frère, mais toujours vers les Kerguelen. Son nouveau bateau, la Curieuse, est parfaitement équipé. Efficacement secondé par Jean Loranchet et Georges Saint-Lanne-Gramont, sa mission cartographique sera un succès. La Grande Guerre viendra interrompre ce voyage studieux. L'homme qui écrit et qui dessine sur la plage avant, c'est Gilda Flao, un grand ami d'Henri et de Cédric. Il les accompagne histoire de ramener dans ses carnets quelques morceaux de vent et de lumière. En mer, ce qui est bien, c'est qu'il ne se passe rien, hormis quelques belles rencontres, comme celle de Bernard Fröhlich, ingénieur en chef de l'IGN, aujourd'hui en route vers ses souvenirs. Ah ben voilà bien une chose qui n'a pas changé, hein, cette alouette. C'est la même que celle qu'on avait en 62-65, quand on faisait les prises de vue en hélico. La chambre était posée comme ceci, sur laquelle on positionnait les magasins de 200 vues. Et à l'intérieur, on avait, qui passait à travers la trappe, là, l'intervallomètre, il permettait de régler à la fois les axes de prise de vue, le point de départ, le point d'arrivée, donc garder le cap en fonction de la dérive, et de régler la cadence de prise de vue en fonction de la vitesse. De 1961 à 1966, à 3500 mètres d'altitude, 2 hélicoptères de l'armée
laboure les Kerguelen en tous sens. Les résultats de cette moisson seront 5000 photos aériennes, couvrant chacune une surface de 4 km sur 4. Pourtant, il n'était pas toujours facile de faire voler droit et vite un hélicoptère, surtout au Kerguelen. Normalement, c'est l'avion qui est utilisé pour la photographie aérienne. Mais encore faut-il qu'il y ait un terrain d'aviation, ce qui n'est pas le cas au Kerguelen. Avec toute l'opiniâtreté et les ressources qui le caractérisent, le colonel Gentil, dès l'année 1957, introduit un hélicoptère Jean sur les terres australes. Par la suite, il n'a aucun mal à convaincre l'IGN que l'hélicoptère est le moyen idéal pour les travaux de la carte au 100 millième. Aujourd'hui, l'hélicoptère s'appelle Spot et il vole à 830 km d'altitude. C'est une merveille de précision et de technologie. À l'aide de ses 2 miroirs orientables depuis la Terre au centième de degré près, il prend des images, ou plus précisément des scènes, qui couvrent en une seule fois des superficies de 60 km sur 60. La scène Spot de la partie orientale des Kerguelen vient d'être prise, mais ça n'est pas encore une carte. C'est la raison pour laquelle il faut se rendre sur le terrain et repérer des points qui seront visibles depuis le satellite dont la précision est de 10 mètres au sol, comme par exemple le bout de cette pointe. Il faudra enregistrer précisément la latitude et la longitude de ces points, et alors seulement il sera possible de superposer la scène Spot à une carte. Pour chaque scène, il faut entre 6 et 10 points d'appui ou de calage au sol. C'est la mission d'Henri et de Cédric, son assistant. Après Kerguelen à son second voyage, après Cook en l'an de grâce 1776 et après le gibet Charcot des frères Rallier, c'est par les îles Nuageuses, tout au nord de l'archipel, que le Marion Dufresne aborde les Kerguelen. Kerguelen ne posa jamais le pied sur la terre qui porte son nom. C'est sans doute ce qui lui permit d'écrire « Tout ce que les yeux ont pu reconnaître est entrecoupé de bois et de verdure, ce qui semble annoncer un pays peuplé et cultivé avec réflexion. » Ces déclarations hallucinées lui vaudront la prison et rappelleront à toutes fins utiles que les Kerguelen n'ont à offrir que leur splendide désolation. Au temps des explorations, lorsqu'il ne s'agissait pas d'une seule et même personne, le dessinateur accompagnait toujours le géographe. La préoccupation première était de lever le dessin des côtes. Ce dessin ira sans cesse s'améliorant, mais les cartes marines ignoreront toujours superbement ce qui se joue à l'intérieur des terres. Seul compte pour les marins la manière dont ils pourront aborder et quitter ces terres sans risque de perdre leur navire. Il y a 30 ans, pratiquement jour pour jour, Bernard débarquait ici à Port-Christmas. Avec Hervé Durand de Corbiac et Hervé Guichard, il faisait partie de la 3e campagne cartographique menée par l'IGN. Salué cordialement par une bande de manchots royaux, cette mission avait pour objectif de combler les derniers blancs de la carte dans le nord de l'archipel sur la péninsule Loranchet. Il allait rester plus d'1 mois à Port-Christmas. Henri, Cédric et Gildas ne resteront que 2 jours à Port-Christmas. Pour le débarquement de leur matériel et de leurs vivres, l'hélicoptère est encore l'outil idéal. Quant à Bernard, il restera à bord du Marion Dufresne qui ralliera dans la nuit Port-au-Français, la capitale des Kerguelen. De Port-au-Français, il sautera à bord de la Curieuse pour venir rechercher nos aventuriers de Port-Christmas.
Kerguelen reste encore le pays des premiers matins du monde. Depuis que les chasseurs de phoques et de baleines ont disparu, les hommes y sont devenus de véritables martiens pour les animaux. Gildas ne pouvait pas rêver d'un meilleur endroit pour y exercer ses talents de peintre naturaliste. Mais l'état de nature ne rime pas forcément avec le paradis, et cet univers animal est impitoyable. Cet otarie blessé lors de combats avec ses congénères se fait littéralement déguster sur place par ce petit Kionis. Si l'otarie ne parvient pas à regagner la mer, alors ce sera la curée. Aujourd'hui, on va commencer un premier point ici. Tu vois l'espèce de petite barre rocheuse qui est représentée sur la carte 200 000. C'est en fait ce rocher et on va se mettre complètement à droite. Il y a une échancrure là et on repérera très bien ce point sur le cliché spot. La petite échancrure repérée par Henri sur la carte sera parfaitement visible sur l'image satellite. En connaissant sa position exacte grâce au GPS, l'échancrure deviendra l'un des points d'appui de la scène spot qui couvrira le nord des Kerguelen. Pour couvrir l'ensemble de l'archipel, il faudra 5 à 6 scènes spot. Il faudra aussi un temps parfaitement dégagé, car les images satellites n'aiment guère les nuages. Un jour de Noël 1776, les 2 navires de Cook, la Resolution et la Discovery, mouillèrent dans cette baie qu'ils baptisèrent tout naturellement Port Christmas. La fameuse arche des Kerguelen était encore en place. Il faisait un temps merveilleux, tout comme aujourd'hui où l'été austral qui s'étend de décembre à mars brille de tous ses feux. Des feux pas si chauds tout de même car la température ne dépasse guère les 10 degrés. Mais pour les otaries et les cormorans, c'est la canicule. Le GPS d'Henri est un récepteur calculateur relié à une antenne. Tu vas mettre l'antenne en place. Tu mets la flèche de la coupelle, GPS signifie Global Positioning System, autrement dit en français, système de positionnement global. Ce système de localisation a été mis au point par la NASA et le récepteur d'Henri peut recevoir les signaux de 24 satellites qui gravitent autour de la Terre. Donc c'est largement bon, 9 satellites dont un qui est en recherche, donc 8 satellites qui permettent le calcul. Les satellites émettent des messages qui comportent une position dans le ciel et une heure en temps absolu. Si le GPS reçoit les signaux d'au moins 4 satellites, il peut alors calculer la position exacte en latitude, longitude et altitude du point où il se trouve. C'est un système précis à 10 cm, ce qui est largement suffisant puisque la précision visuelle de Spot est de 10 mètres. Enregistrement immédiat. Ok. Dans l'après-midi, Henri et Cédric grimpent pour leur second point GPS qui se situe juste au déversoir du lac Rochegude au-dessus de Port Christmas. Ils sont rejoints par Gildas qui a bien travaillé de son côté. Demain, la Curieuse, le navire de l'Institut français de recherche et de technologie polaire, l'IFRTP, arrivera aux aurores. La Curieuse pour Port Christmas. Et Port Christmas de Curieuse. Oui, bonjour, comment ça va? Très bien. Et vous? On a bien dormi, on a eu quand même beaucoup de vent là, mais enfin les tentes ne se sont pas envolées, tout va bien. Est-ce que vous pouvez nous donner une heure approximative de votre arrivée? On vient de rentrer dans le début de la baie d'Oiseau, là on est par le travers de l'Arche. Dans 20 minutes on devrait être sur vous, là où on va mouiller quoi.
Après une nuit de mer agitée, Bernard nous revient de Port-au-Français, les souvenirs aussi purs que l'air des Kerguelen. Salut Bernard. Ça va? Ça va? Ça s'est bien passé? Ouais. Dis-donc, Bien. tu dois être ému un peu, non? Ah bah oui, c'est 30 ans. Et les cabanes étaient là-haut. Il reste que les plateformes. Le vent a tout emporté. Combien de temps vous êtes resté dans les cabanes? On est resté 1 mois et demi. Et vous étiez combien? Eh ben, on était 8, dont 2 géographes et 6 pilotes et mécanos d'hélico, pour 2 hélicos. Une journée de travail où on pouvait travailler, ça représentait 8 h du matin, 8 h du soir. Par contre, il y a des jours entiers où on est resté dans les cabanes, dans le mauvais temps, à attendre que ça se passe, quoi. Et de l'hélico, après, vous avez fait beaucoup d'heures, non? Tous les déplacements se faisaient en hélico, et tout l'accès au point se faisait en hélico, et en plus la photo aérienne. Et heureusement, on a pu, vers la fin, faire des photos aériennes parce qu'il y avait encore des trous, et on a réussi à boucher les trous en photo aérienne, en hélico. Finalement, vous avez pratiquement pu faire tout ce que vous aviez à faire comme relevé. Oui, puisque la mission à laquelle j'ai participé, c'était la dernière, et on a réussi à finir les travaux pour la carte. Et là, on a découvert des choses qu'on ignorait, des lacs, des cols, des vallées, que personne n'avait vues. Et vous avez laissé quelques traces, vous avez signé quelques Ah ben on a noms. signé, oui. On a donné des noms, on a proposé à la commission de toponymie des tas de noms. Par exemple, Guichard avait baptisé le mont du Théodolite. Il y a le col des géographes, il y a des noms comme ça. Et puis on s'est octroyé chacun, pour nos épouses, le prénom de nos épouses à un lac. Et moi j'ai mon petit lac Michel. Elle n'a l'air de rien, la petite curieuse, mais il s'agit tout de même d'un véritable navire océanographique, parfaitement adapté pour découvrir toutes les curiosités du monde des Kerguelen. C'est elle qui transporte en toute sécurité les scientifiques, ayant sans cesse besoin de se déplacer d'un point à un autre de cet archipel très découpé. Aujourd'hui, le point GPS doit se faire à Port Mata, une vingtaine de milles au sud de Port Christmas. Du temps de Bernard, la cartographie ne pouvait se passer des sommets. La géodésie, c'est-à-dire la science de la forme et des dimensions de la Terre, s'élaborait grâce à l'observation d'un sommet à un autre. À partir d'un point fondamental, et en recoupant les observations, on obtenait ainsi une armature géodésique de l'île. Sur la base de cette armature, on pouvait ensuite parfaitement positionner le dessin de la carte, obtenu grâce aux prises de vue aériennes. Mais, à l'heure du satellite, il n'est plus besoin de grimper sur les sommets. Ce petit cap, sur le bout duquel opèrent Cédric et Henri, sera visible à 830 km d'altitude par spot, et grâce au GPS, on en connaîtra la position à 10 cm près. Il faudra une petite demi-heure à Henri et à Cédric pour accomplir leur tâche avec des gestes précis et rapides, comme pour une manœuvre de régate. Ouais, j'ai 6 satellites. Ouais, ça ira pour Port Mata. Sur la demande pressante de Cédric, la curieuse fait route vers la presqu'île de la Société de géographie, ainsi baptisée par les frères Rallier, parce que l'honorable société participa au financement des expéditions du J.B. Charcot et de la première curieuse. En 1913, au cours du voyage de la curieuse, il y avait une caméra à bord, mais nul ne sait ce que sont devenus les films. Ont-ils seulement été développés? C'est pour remédier à cette perte que Cédric a transporté sa précieuse caméra au bout du monde. Si le premier voyage de Raymond Rallier au Kerguelen fut celui de la découverte et de l'émerveillement, le second voyage fut celui de l'étude et de la science. La curieuse était un bateau neuf, dessiné pour l'occasion,
et dotée d'un moteur ayant tant fait défaut lors du premier voyage. Les 6 hommes d'équipage de la Curieuse et son état-major firent un travail absolument remarquable et toute la côte ouest de l'île fut reconnue pour la première fois. La Grande Guerre interrompit ce voyage. Elle interrompit aussi la vie d'Henri Rallier du Bâti. Profondément affecté, Raymond publia cependant en 1922 la première vraie carte des Kerguelen et accomplit par la suite une brillante carrière océanographique. Réfugié dans ses souvenirs, il mourut en 1978 à Loch-Mikilik dans le Morbihan, très certainement en songeant à la sombre beauté de ces îles dont il avait su se faire aimer. La Curieuse a mouillé de nuit dans la petite rade de Port-Couvreux. La carte de 1937 du service hydrographique de la Marine, basée entièrement sur les travaux des frères Rallier, porte mention d'une maison, d'un magasin et même d'un quai René Bossière. Si Henri et Bernard partent vers une hauteur proche, afin de se livrer à l'art de la topographie, Gilda, quant à lui, est bien décidé à rester à Port-Couvreux afin d'en percer les mystères. Des mystères, il en subsiste à Port-Couvreux. Un meurtre y fut même commis à la fin des années 20. Les frères Bossière, concessionnaires exclusifs des îles Kerguelen depuis 1893, tentèrent d'acclimater des moutons qu'ils firent venir des îles Falkland. L'entreprise ne sera jamais un succès, et pas plus les hommes que leurs moutons ne firent souche à Kerguelen. À 104 mètres au-dessus du niveau de la mer, Bernard a décidé d'initier Henri au charme des vieilles méthodes, et plus particulièrement celle des stations au sol. 250 de ces stations au sol et 100 points géodésiques furent nécessaires pour établir la carte au 100 millième. Les stations topo, c'était ça, des directions, des pentes et un tour d'horizon graphique expédié pour montrer ce qu'on avait visé, le col, le sommet, un point c'est tout. Cette méthode ancienne là, permettait de lever une carte, mais à condition de commencer par les hauteurs. Et ensuite, on exploitait sur les photos toutes ces intersections, on recalculait tous les points, ça permettait de mettre en place le dessin d'après la photo. Et vous pouviez travailler avec du vent quand même et la pluie et tout ça? On sortait en hélico jusqu'à 100 km/h de vent. Je te dis pas que c'était toujours facile. Hein. Je me souviens de stations où j'ai terminé à genoux, cramponné à la planchette pour arriver à finir le dessin. Hein. Bon. Le résultat de ces travaux, c'est le merveilleux dessin de la carte au 100 millième. Avec ses veloutés d'ombre et de lumière, cette carte est la clé parfaite ouvrant la porte des Kerguelen. Trois petits milles plus tard, et la Curieuse relâche dans le bassin de la Gazelle, un haut lieu de la mythologie des Rallier. Ce soir, dans le carré de la Nouvelle Curieuse, tous les fantômes sont convoqués. Les frères Rallier du Bâti, avec leur gibet charcot, sont arrivés sur l'île du Roland. Et de là, ils ont passé sur Port Christmas, où ils ont mouillé. C'est là qu'ils ont tué les premiers éléphants. Et après, ils sont repartis, mouillés à la Belloune, maintenant Port Mata. Et puis, ils ont contourné tout ça, et ils sont venus mouiller pour hiverner au bassin de la Gazelle. Attendez, écoutez ça là. Justement, ce soir-là, mon frère et moi, assis dans la cabine, parlâmes de nos projets, tandis que sur le pont, Agnès jouait une musique douce sur son accordéon. Henri et moi, assis devant la carte, nous nous regardions avec un sentiment de gratitude. Des mois d'aventure d'une autre sorte nous attendaient maintenant. Kerguelen était à nous.
Il n'y avait âme qui vive pour réclamer une quelconque parcelle de l'île de la Désolation, mais avant qu'elle fût vraiment à nous, nous devions en explorer les moindres recoins et combler les lacunes de la carte. Dix, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ce matin, Cédric est parti de bonne heure, marcher dans les pas des frères ralliés du bâti et de leurs équipages. Le premier voyage des frères ralliés s'appuie sur la carte de 1870 du dépôt des cartes et plans de la marine. Une carte elle-même inspirée par celle des baleiniers américains. C'est une époque heureuse, puisqu'il reste encore des blancs sur les cartes marines. Nos deux jeunes fils de famille ont largement de quoi satisfaire leur soif d'aventure et leur désir de se rendre utile auprès de leurs frères marins. De ces deux voyages au Kerguelen, Raymond Rallier avait une préférence très nette pour celui du gibet Charcot. Quant à Cédric, il aurait donné cher pour faire partie de l'équipage. Ce voyage du gibet Charcot est celui de la jeunesse et de l'intrépidité. Bien sûr, le but avoué est de prendre des observations pour faire la carte, mais durant ce premier séjour de 16 mois au Kerguelen, la chasse aux éléphants de mer, leur dépeçage et la fonte de leur graisse pour obtenir une huile précieuse occupent une grande partie du temps de nos deux jeunes aristocrates bretons. Lundi 11 janvier. Beau temps, continuez la fonte et la chasse. Tuez 20 éléphants de mer. Avons tué certainement tous les phoques qui se trouvaient dans Port-Élisabeth. Il faudra désormais aller dans les criques environnantes. Bien que fils de bonne famille, les frères Rallier ne sont pas vraiment riches. Les expéditions coûtant fort cher, il faut bien trouver une source de revenus. De même, et c'est un souci constant de Raymond, il faut payer l'équipage. Les pauvres éléphants de mer en feront les frais,
et lorsque le gibet Charcot quitte les Kerguelen, il a dedans ses cales 80 barils de la meilleure huile qui puisse se trouver. Cependant, n'allez pas croire que les frères Rallier furent seulement des chasseurs de phoques. Jamais ils n'oublièrent le but scientifique de leur voyage. Dimanche 28, beau temps. Travailler aujourd'hui avec l'assentiment des hommes qui prendront leur jour de repos un jour de mauvais temps. Pris une observation méridienne à l'horizon artificiel. Port-Élisabeth doit être reporté 2000 plus sud que sur la carte. Souvent, en fin de semaine, Raymond part avec l'un des membres de son équipage pour découvrir, en Doris ou à pied, les coins perdus des Kerguelen. De ses navigations et de ses marches naîtra un livre merveilleux, Aventure aux Kerguelen. À ses valeureux membres d'équipage, Raymond Rallier offre les Kerguelen. Hainaut, le novice, aussi brave que mauvais cuisinier, possède sa crique sur l'île Roland. Un fjord et une baie portent le nom du matelot Larose, celui qu'on surnommait le moulin à biscuits, tant son appétit était grand. Fin joueur d'accordéon et lecteur d'Arthur Gordon Pym, les mélodies du matelot Agnès planent aujourd'hui sur un petit port des Kerguelen. Et c'est un lac profond qui porte la mémoire du basque Bontemps, le taciturne et compétent Bosco du gibet Charcot. Quant aux frères Raymond et Henri, ils sont devenus des montagnes dans la péninsule qui porte leur nom de famille. Ils ont enfin l'éternité pour évoquer leurs souvenirs d'enfance. En hommage à ces hommes, Raymond écrivit ceci. Il est un endroit sur la terre où la mort même ne pourra entièrement abolir votre mémoire. C'est là-bas aux îles de Kerguelen. Quittant le bassin de la Gazelle et son mouillage impeccable, il faudra 2 petites heures et quelques dauphins de Commerson pour gagner Port-Élisabeth. Dauphin de Commerson. Le point GPS de Port-Élisabeth sera vite expédié. De retour à bord, Jean-Marc, le patron de la Curieuse, donne le programme. Eh bien, on va contourner la péninsule Courbet. On devrait mettre environ 8 heures avant d'arriver au mouillage de l'île du Cimetière, où on va passer la nuit. Là. Plate comme la main, la péninsule Courbet défile dans la douceur du soir. Dans la nuit, nous prendrons le mouillage à l'île du Cimetière. Certains baleiniers et phoquiers américains du siècle dernier sont restés ici pour l'éternité. Le temps n'a pas su conserver leur nom, mais le grand vent des Kerguelen chante encore leur courage et la dureté de leur vie. Ici repose un mousse décédé à l'âge de 10 ans. C'est le petit mousse dont parlait Rallier du Bâti dans son bouquin. Ce dédale d'îles et d'îlots s'appelle le golfe du Morbihan, baptisé en hommage au golfe du même nom, et sur les bords duquel les frères Rallier passèrent leur enfance. C'était du côté de Vannes. Bernard et Gilda continueront à bord de la Curieuse avant d'être débarqués à Port-Jeanne d'Arc. Quant à Cédric et Henri, un point GPS les attend en baie de l'Observatoire. Allez, joyeux Noël! Joyeux Noël! À la prochaine! Je crois que le Père Noël va arriver jusque là. La maison est rouge, je devrais la tirer. Ouais, tu peux y aller 5 mètres encore. C'est un caillou là. 3 mètres. Ouais, c'est bon. 2 mètres. C'est bon sur l'air, ça va aller. Gardés par de farouches squats, quelques cabanes ont ainsi été semées par les TAF et l'IFRTP afin que les scientifiques soient proches de leur théâtre d'opération.
Si la baie de l'Observatoire est ainsi dénommée, c'est parce qu'en 1874, une expédition anglaise débarque ici pour observer le passage de Vénus sur le Soleil. Quelques années plus tard, en 1902, une expédition allemande revient occuper les lieux. Cette mission allemande se terminera tragiquement. Sans doute, les hommes s'étaient-ils trop laissés emporter par le schnapps et n'avaient-ils pas assez surveillé leur alimentation puisque 3 des 7 membres de l'équipe moururent du beriberi. Les frères Rallier arrivèrent ici 5 ans après le drame. Tu vois, ça c'est la cabane où Rallier du Bâti a passé une semaine et où il a eu cette fameuse épisode avec le chien, là, où il a eu si peur. Le chien d'Esquimau, là. Et il y avait des petits pois pourris dans l'assiette. Ouais. Si la cabane est là, l'usine des Rallier du Bâti doit pas être bien loin. Elle est là, je la vois là-bas. Tu vois les deux chaudrons. C'est la première pointe là ? Ouais, c'est la première pointe. Samedi 24 octobre, très beau temps, continue la construction des 2 fourneaux. Depuis l'arrivée dans la baie de l'Observatoire, la mise à l'ouvrage a lieu à 8 h du matin. Repas du midi à 1 h, reprise du travail jusqu'à 6 h du soir. Ayant retrouvé 2 chaudrons laissés là par les phoquiers américains, les frères Rallier fondent ici ce qu'ils baptisent, non sans humour, leur usine. À partir d'octobre 1908, la baie de l'Observatoire devient le quartier général du gibet charcot. C'est une période de chasse et de fonte incessante. Les 2 chaudrons sont alimentés par le charbon extrait sur place, au prix d'un labeur harassant. Les observations scientifiques sont un peu mises de côté. Lundi 29, mauvais temps, coup de vent de nord, équipage au repos. Tous nos vêtements sont imbibés d'huile. Il est impossible d'entretenir la moindre propreté à bord. Henri, ça te rappelle rien? Tout à fait, mon cher Raymond. En ce matin de Noël, Cédric vient planter une antenne d'un type nouveau. L'aventure n'exclut point une certaine coquetterie, et il est même recommandé de ne pas se laisser aller. Et puis, l'eau est courante, bien qu'un peu fraîche. La salle de bain est vaste et belle, avec une vue imprenable sur la mer. Se raser ici ce matin, c'est déjà un cadeau de Noël. Joyeux Noël, mon père Cédric. Oh, un cadeau. Sur la carte au 100 millième, il s'agissait d'un isthme, mais à mieux regarder la prise de vue hélico, dont la définition est de 1 mètre, il s'agissait d'une île. Afin de ne pas mouiller le précieux matériel, il a bien fallu se débrouiller pour construire un gué. Ne casse pas la gueule. C'est pas le moment de tremper la gaffe à satellite. Le temps de faire 500 mètres, un grain de neige s'est abattu. Le temps d'installer le matériel, et il était déjà parti. Sous les regards curieux des cormorans, la manœuvre est lancée. À 830 km au-dessus de Kerguelen, Spot est programmé pour prendre 2 images sous 2 angles différents. Cette différence d'angle de prise de vue permettra par la suite de restituer le relief en associant les 2 images dans une vision stéréoscopique. Spot continue son petit bonhomme de chemin
tout en transmettant ces données sur notre Terre. Les images des Kerguelen arrivent alors à Toulouse et l'IGN Espace peut commencer son travail de restitution cartographique. D'abord, les ordinateurs rectifient la scène spot grâce aux points GPS enregistrés sur le terrain. Ensuite, les deux images prises sous deux angles différents sont associées afin d'extraire le relief qui sera traduit en courbe de niveau. Cette partie du travail s'appelle la modélisation. Enfin, l'image est améliorée par un traitement de couleur. Au terme de cette opération, la spatiocarte existe, mais elle est toute nue et il faut l'habiller. C'est-à-dire qu'il faut porter les latitudes et longitudes, inscrire tous les noms, dessiner les cours d'eau ou le réseau routier, ce qui est assez rapide pour les Kerguelen. Il faudra 15 cartes de ce type pour parvenir à couvrir les 4/5 des Kerguelen à l'échelle du 50e, c'est-à-dire 1 cm égale 500 mètres. Pour l'instant, il n'est pas encore prévu de couvrir le nord de l'archipel. Les Kerguelen conserveront-elles ainsi une part de leur mystère ? L'aventure nous appelle à l'Aurore. Partie de Port-au-Français, qui, tout comme la baie de l'Observatoire, se situe dans le golfe du Morbihan, le petit chaland vient reprendre Henri et Cédric. L'expédition tire à sa fin et nos deux virtuoses du GPS éprouvent comme une mélancolie. Certains vous diront que les Kerguelen ressemblent à l'Écosse, à l'Islande ou à je ne sais quelle Patagonie. En fait, les Kerguelen ne ressemblent qu'aux Kerguelen. On va où maintenant ? Eh ben on va à Port-Jeanne d'Arc et on retrouvera Bernard et Gilda. Il y a un point à faire ou ? Ouais, c'est prévu. Raymond Rallier écrivait « Plus de 1000 fois j'ai vu cette côte. La beauté particulière de Kerguelen s'insinue dans les cœurs et vous prend sous son charme avant de hanter les mémoires des marins qui s'y sont aventurés. » Port-Jeanne d'Arc était un établissement baleinier de belle taille, fondé en 1908 par les frères Bossière, associés à des Norvégiens. Ce fut pratiquement leur seule entreprise rentable, comme put le constater Raymond Rallier, revenu à Port-Jeanne d'Arc en 1913 à bord de la Curieuse. Le quatuor se reforme. Henri raconte la baie de l'Observatoire, tandis que Bernard et Gilda sont loin de s'être ennuyés. Durant ces 2 jours, Bernard est reparti marcher dans le grand vent des Kerguelen et de ses souvenirs. Il est très fier, à juste titre, d'avoir été l'un des derniers ingénieurs géographes à combler les blancs de la carte d'un territoire français. À l'époque, il fumait la pipe. Hervé Durand de Corbiac et Hervé Guichard participèrent pratiquement à toutes les missions cartographiques de 61 à 66. La carte des Kerguelen leur doit beaucoup. Disparus récemment, il existe forcément 2 montagnes aux Kerguelen qui porteront leur nom et perpétueront leurs souvenirs. Et puis, rien n'aurait pu se faire sans les équipages des 2 hélicoptères qui volèrent dans des conditions souvent périlleuses. Faire une carte comporte aussi des risques. De son côté, Gilda n'était pas resté inactif. Le décor de Port-Jeanne d'Arc constituait pour lui
une puissante source d'inspiration. Dans une cabane ouverte à tous les vents, il s'était installé un véritable atelier. Et ses carnets tempêtes prenaient forme au gré de sa palette et des lumières changeantes de l'archipel. Bien évidemment, le livre de Raymond Rallier l'accompagnait dans son travail. Un tel lieu ne pouvait pas non plus laisser insensible Cédric et sa caméra. Et ce, d'autant que les Rallier assistèrent, dès novembre 1908, à la construction de l'usine. Mardi 3 novembre. Aujourd'hui, à 3 heures, est arrivé en baie de l'Observatoire le steamer norvégien Jeanne d'Arc. Le capitaine Ring avait trouvé le document laissé par nous au mât du bassin de la Gazelle, obtenu du café et du tabac. L'usine préfabriquée est montée en un temps record. Et 2 petits vapeurs, l'Éclair et l'Étoile, partent immédiatement en chasse. Les campagnes baleinières sont plutôt bonnes, mais la distance est bien trop grande entre les terrains de chasse et l'usine pour y ramener les baleines gonflées au gaz afin de les faire flotter. C'est sans doute ce qui explique en partie la ruine de l'usine, survenant moins de 25 ans après sa fondation. Les frères Rallier ne sont désormais plus seuls à chasser au Kerguelen. Mais ce n'est pas une période heureuse pour autant. Henri tombe gravement malade et doit être rapatrié au plus vite. 16 mois passés dans des conditions extrêmement dures ont ruiné sa santé. La mort dans l'âme, Raymond prend le commandement du JB Charcot, qui appareille le 2 juin 1909 des Kerguelen, cap sur l'Australie. C'est la fin d'un voyage extraordinaire et la modestie de ceux qui l'entreprirent n'a d'égal que leur courage. Quant à l'usine de Port-Jeanne d'Arc, seuls quelques corrigans parviennent de temps en temps à la remettre en marche. Alors, ça se termine? Bah ouais, tu vois, on a pratiquement fini là. T'es content de ta mission? Impeccable. Et toi, ton retour à Kerguelen? C'est formidable. Tous ces souvenirs que j'ai retrouvés. C'était formidable de faire cette carte en partant de rien, du blanc sur la carte, simplement le contour des côtes. Et puis terminer avec une carte papier imprimée en couleur et faire toutes les phases intermédiaires. Ça, c'était formidable. Je mesure aujourd'hui la chance que j'ai eue là. Et les techniques nouvelles peut-être ne permettent pas cette aventure. C'est vrai. On fait chacun son petit bout. Puis on n'est pas dans les satellites. Et oui, on n'est pas dans les satellites. Alors que nous, on était dans l'hélico, on était sur le terrain. Vraiment, c'était le pied. La chance et le bonheur de Bernard continuent puisque l'hélicoptère embarqué à bord du Marion Dufresne est venu le reprendre à Port-Jeanne d'Arc. Il fallut plus de 500 heures de vol pour réaliser les travaux de la carte. L'hélicoptère servait aussi bien à transporter les géographes de station au sol, en station géodésique, qu'à effectuer les prises de vue qui étaient développées sur place. Là, je le vois. Le bateau, il est là, à la pointe gauche. Le Marion, il est à la pointe de gauche. Au terme d'une vingtaine de minutes, et après avoir survolé le Marion Dufresne, Bernard se pose à Port-au-Français, capitale et unique ville des Kerguelen. Il retrouve les bruits de la civilisation et la banalité de l'architecture de la commune française la plus sud du monde, si l'on accepte la base de terre Adélie en Antarctique. Claquant fièrement au vent des Kerguelen, le drapeau breton nous rappelle que Port-au-Français aurait pu s'appeler Port-au-Breton, tant sont nombreux les Bretons qui passèrent par là. Au terme d'une navigation prudente de plus de 6 heures, nos 3 Bretons, Henri, Cédric et Gilda, arrivent de Port-Jeanne d'Arc. Pour eux, le voyage au Kerguelen s'achève bien ici. Dans 10 jours, ils seront de retour sur l'île de la Réunion.
Le matin de leur départ, Henri et Bernard se sont donné rendez-vous au point fondamental de toutes les cartographies modernes des Kerguelen. Le K0. Le K0 à partir duquel tout a commencé. Tous les travaux cartographiques de Kerguelen ont commencé à partir de là. C'est le point qui a été déterminé en position par des observations astronomiques. Ensuite, faire une carte aussi rigoureuse que précise sur un territoire aussi difficile que les Kerguelen relève d'un tour de force et instaure entre les équipes cartographiques un respect mutuel et fraternel. Aucune carte ne vient chasser l'autre, elle vient simplement l'enrichir. Et oui, et puis ce point-là, en fait, il a été confirmé par les observations GPS. Et puis c'est notre point de départ aussi, en fait. Oui. C'est le point de départ de toutes les cartos. La nouvelle carte repart. La tienne et la mienne. Des premiers traits de crayon de Kerguelen, aux prises de vue si sophistiquées du satellite Spot, en passant par les frères Rallier et l'émission de l'IGN, faire la carte des Kerguelen fut vraiment toute une histoire. L'écrivain argentin Borges déclarait « La carte n'est pas le territoire ». Il avait diablement raison. Aucune carte au monde ne parviendra à arracher aux Kerguelen le mystère de leur sombre séduction. Les cartographes auront beau partir et même revenir, les Kerguelen conserveront toujours par devers elles leurs inexplicables lumières.